Le 3 octobre 2008, tout bascule pour une banque qui se croyait trop enracinée pour tomber. 2 jours plus tard, des centaines de milliers d'épargnants belges découvrent que la confiance n'est pas un actif garanti. Ce qui est en jeu dépasse la trajectoire d'un établissement au lion stylisé. La crise des subprimes a transformé la plomberie de la finance mondiale en réseau de tuyaux fuyants. Refinancement au jour le jour, dérivés de crédits opaques, agences de notation débordées et superviseurs sommés d'arbitrer dans l'urgence. En Belgique, pays d'épargne abondante où la banque de détail s'entremêle avec l'assurance et l'investissement, Fortis s'est présenté comme un champion domestique, tout en courant avec les géants internationaux. La promesse de prudence et l'appétit de croissance vont se heurter à la réalité. Quand la liquidité se retire, l'universel peut devenir vulnérable. Les protagonistes entrent en scène. Fortis, groupe belgo-néerlandais bâti par fusion, dirigé par une équipe convertie aux acquisitions transformantes. L'État belge, garant de dernier ressort, conseillé par la Banque nationale de Belgique et la commission bancaire, financière et des assurances, gardienne de la stabilité. À Bruxelles, la Commission européenne surveille les aides d'État. Autour, un repreneur industriel pressenti. BNP Paribas, banque française solide en détail, candidate à reprendre les actifs viables. Face à eux, des dizaines de milliers d'actionnaires particuliers, des déposants, des créanciers de marché qui tarifent l'opacité à la milliseconde et des salariés pris dans un calendrier dicté par la confiance. La chronologie éclaire le choc. Printemps-été 2007. Les premiers craquements des prêts hypothécaires titrisés américains durcissent le marché de gros. En 2007, Fortis s'engage avec des partenaires dans le rachat d'une grande banque britannique en vue d'un démantèlement. Sa part doit être financée par une augmentation de capital et par les marchés. Début 2008, la crise s'étend en Europe, la prime de risque interbancaire grimpe, les investisseurs deviennent sélectifs. Fin septembre 2008, après la faillite retentissante d'un établissement américain, la confiance interbancaire s'évapore. Pour les banques qui se refinancent court terme, l'horizon se rétrécit à quelques jours. Le premier week-end d'octobre, le gouvernement belge, avec la Banque centrale et la supervision, intervient pour éviter une ruée. Entre le 3 et le 6 octobre, une première stabilisation capitalistique est mise en place, segmentant les activités et préparant une solution industrielle. À l'automne 2008, puis début 2009, le transfert de l'entité belge vers un repreneur est négocié et autorisé dans le cadre européen des aides d'État. En 2009, des actionnaires contestent en justice les modalités, invoquant dilution et défaut d'information, pendant que l'intégration opérationnelle sous nouvelle bannière progresse. Comment la mécanique a-t-elle cédé ? En théorie, une banque universelle diversifiée amortit les chocs. Dépôt de détail, commission d'investissement, prime d'assurance. En pratique, Fortis a superposé 3 fragilités. D'abord, une transformation de maturité agressive. Une part importante des besoins était couverte par des marchés de gros volatiles, hypersensibles au bruit de marché. Quand la confiance interbancaire s'assèche, la pompe se grippe. Ensuite, un chantier d'intégration post-acquisition, lancé à grande vitesse, absorber des portefeuilles complexes et des engagements hors bilan exigent du temps. Des systèmes convergents et des équipes risques aguerries. Le calendrier comptable et la pression boursière compressent abîment tout. Enfin, une communication qui a voulu rassurer trop longtemps, privilégiant des solutions intermédiaires au lieu d'un plan de capital massif et crédible. Dans une crise de liquidité, chaque semaine de retard renchérit la prime de risque. Suivons l'argent et les incitations. L'opération de rachat promettait des synergies massives, économie de coûts, rationalisation des agences, montée en gamme. Les indicateurs clés de performance récompensaient la croissance des revenus et les parts de marché, moins la robustesse de la structure de financement. En gestion actif-passif, préserver la rentabilité sur fonds propres a encouragé un levier élevé, davantage d'actifs productifs pour un même capital, tant que les marchés restent ouverts. Les rémunérations variables indexées sur des objectifs annuels ont renforcé l'incitation à conclure et annoncer des synergies, au détriment d'une aversion forte à l'illiquidité. Côté décideurs publics, l'incitation dominante était la stabilité. Protéger les dépôts, éviter la contagion,
limiter l'effort budgétaire, puis ancrer la solution chez un repreneur capable d'intégrer vite, sans discontinuité, des services essentiels. En sortie, l'équation mène à un schéma où l'entité domestique systémique est adossée à un acteur plus solide, tandis que d'autres périmètres sont cédés ou liquidés. Pourquoi les contrôles n'ont-ils pas fermé les brèches ? Les rapports de risque internes ont détecté des tensions de liquidité, mais sous des hypothèses de marché encore fonctionnelles. Le choc de confiance consécutif à la faillite américaine a fait sauter les bornes des scénarios. Les comités d'audit ont jonglé avec des urgences concurrentes, valorisé des actifs illiquides, respecté des covenants, testé la résilience à des sorties de dépôt. La supervision nationale, insérée dans un cadre européen alors fragmenté, a dû coordonner en temps réel avec d'autres autorités, en arbitrant entre transparence et risque d'autoréalisation de la panique. Les agences de notation ont abaissé leurs notes rapidement, mais après le mouvement initial des marchés, renchérissant le financement au pire moment. La ligne Maginot des contrôles a été débordée par un adversaire intangible, la vitesse. La vitesse d'évaporation de la confiance a dépassé celle de la décision collégiale. Sur le terrain de l'application du droit et des contentieux, la séquence est claire jusqu'en 2009. À l'automne 2008, des injections publiques stabilisent la banque de détail en Belgique. L'opération industrielle, qui prévoit l'entrée d'un repreneur étranger de référence, est négociée et conditionnée par le cadre européen des aides d'État. La Commission européenne impose des contreparties, engagement de désinvestissement ciblé, exigence de solidité, garde-fou de concurrence, gouvernance revue. En 2009, des recours d'actionnaires sont déposés devant les juridictions belges, contestant la dilution et l'information fournie durant la période critique. L'objectif prioritaire des pouvoirs publics est la continuité des services et la stabilité financière. Les responsabilités civiles et administratives sont instruites dans ce cadre temporel, sans extrapoler au-delà. Le coût humain et économique est multiple. Des épargnants, détenteurs d'actions ou de produits structurés vendus au guichet, voient fondre une part de leur patrimoine. Des salariés vivent depuis des mois d'incertitude, d'abord sous perfusion publique, ensuite dans une organisation à intégrer ailleurs, avec des doublons et des redéploiements. Les clients entreprises subissent une phase de frilosité du crédit, logique dans un tel choc, mais pénalisante pour l'investissement. La réputation d'un fleuron domestique est là fissurée. Quand un nom devient synonyme de sauvetage, la réparation symbolique prend des années. Pour l'économie belge, l'essentiel est néanmoins sauvé. Dépôts accessibles, réseau ouvert, paiement assuré. Le coût politique et social se compte en confiance perdue, variable lente à reconstituer. Quelles leçons concrètes pour l'investisseur individuel et l'observateur ? D'abord, toute acquisition transformante, financée par les marchés, n'est pas neutre pour la liquidité. Il faut lire la note de gestion actif-passif. Part du financement de gros, échéancier des maturités, dépendance à l'interbancaire. Ensuite, la diversification vantée peut masquer une corrélation cachée, si les moteurs de profit dépendent tous de la même météo. La confiance, la universalité peut amplifier les cycles. Troisièmement, la communication de crise est un indicateur. Une avalanche de messages rassurants, sans plan de capital crédible, finit au tarifé par le marché. Quatrièmement, côté citoyen, on juge un sauvetage bancaire à 3 critères. Continuité des services essentiels, coût net minimisé pour l'État, discipline de marché restaurée par des conditions strictes au bénéficiaire final. Enfin, pour l'épargnant, ne jamais confondre un dépôt protégé par le cadre prudentiel et un titre de capital exposé au risque d'entreprise. La familiarité d'une marque nationale n'est pas une assurance. Reste la question des responsabilités et des cadres. Les dirigeants ont pris des paris industriels audacieux dans un environnement où l'argent facile masquait des fragilités de liquidité. Les superviseurs ont appris que la coordination transfrontière doit être prête avant la crise, pas improvisée. Les décideurs politiques ont privilégié une solution pragmatique, adosser l'entité systémique à un acteur plus solide en acceptant l'onde de choc symbolique d'un fleuron national sous bannière étrangère. Dans une crise bancaire, il n'existe pas d'issue pure et seulement des compromis entre vitesse, équité et stabilité.
Le pays a payé en confiance et en fierté, mais a évité le scénario noir des distributeurs à sec un lundi matin. Il faut enfin replacer l'épisode dans son contexte réglementaire. Avant 2008, l'Europe vivait avec des coussins de capital et de liquidités calibrées pour des tempêtes saisonnières, pas pour des ouragans. Dans le débat qui suit la tourmente, la priorité est donnée aux réserves de liquidités, à la capacité de résolution ordonnée et à une articulation plus claire entre contrôleurs nationaux et européens. Dans ce cadre, l'intervention publique suivie d'un adossement industriel a servi de pont, imparfait mais solide. Au-delà des querelles juridiques, c'est cette architecture de fortune qui a évité la casse immédiate et permis une recomposition, certes douloureuse, mais ordonnée du paysage bancaire belge. Si ce récit t'a été utile, abonne-toi et partage. Comprendre les mécanismes, c'est déjà reprendre du pouvoir sur la prochaine crise.